Pour ce contre-temps. Bonjour, vous m'entendez? Très bien. Oui. C'est bon. Déjà, merci à tous pour le temps que vous accordez, que vous acceptez de nous accorder. Donc, je vais animer le débat qu'Amac fait, peut-être pas dit avec Rachel Binas. Donc, pour ce débat, quelques petites règles. D'abord, pas d'attaque ad hominem. Vu que ce sera à la fin retranscrit et que ce sera un entretien écrit, de toute manière, chacun aura la même place à la fin, tant dans la version print que dans la version web. Il est possible que la version web soit plus longue que la print. De toute façon, tout ce qui est attaque personnelle, etc., ne seront pas gardés dans le print. Hein. Donc, je vous demande de la cordialité et un débat cordial, certes animé mais cordial. Voilà, c'est tout bon si vous voulez. Sinon, on a 40 minutes sur ce lien, comme je disais dans le mail. Si jamais ça s'arrête, il suffira de cliquer sur l'autre lien et on pourra se lancer. C'est tout bon pour vous? Impeccable. C'est tout bon. Ouais. Tu voulais ajouter un mot, Rachel? Non, c'est tout bon. Non, c'est tout bon. Je vais lancer l'enregistrement du Zoom. Oui, peut-être on vous demandera, notamment pour vous, Gamal. Recording in progress. Voilà. Pardon, c'est juste l'enregistrement. En quelques secondes, vous pouvez vous présenter la manière dont vous présentez et que nous on reprendra dans la version papier. N'hésitez pas. Très bien, d'accord. On le fait maintenant ou Bon, très Ouais, rapidement. Donc, je suis au départ militant politique et chef d'entreprise. Et parallèlement à ça, j'ai eu l'occasion d'intervenir régulièrement dans les télévisions françaises et étrangères. Je suis consultant international et puis j'ai une carte de presse aujourd'hui. Chaki, si vous voulez. Oui, donc Chawki Benzara, donc activiste politique opposant au régime algérien. Pour ce qui est de mon métier, traducteur interprète. Voilà. Merci. Voilà. Alors, après cette présentation, on va passer aux choses sérieuses et une première question qui s'adresse aux deux débattants. Comment caractériser, selon vous, aujourd'hui, les relations entre Paris et Alger? J'attends. Pour qui? Comment vous... Il y a un problème de sang. Non, il n'y a pas de problème. Vous m'avez pas entendu? Si, moi, j'ai bien Non, entendu. c'est bon. Ok. Mais qui commence? Alors, les Gamal, allez-y. Comment caractériser les relations entre Paris et Alger? Simplement des relations de tension qui ont été alimentées par tout un tas de petits faits marquants sur le terrain de la mémoire, puisque c'est ce qui a commencé par être la relation entre Macron et l'Algérie, qui était bonne au démarrage et qui malheureusement avec le temps s'est dégradée pour des raisons qu'on pourra évoquer plus tard. Mais aujourd'hui la relation est tendue pour des raisons qu'on va expliquer effectivement plus tard, mais en vérité c'est un environnement global qui conduit à cette relation tendue. La question marocaine on en a parlé, mais pas seulement. Tout un tas de petites phrases qui sont sorties, et puis surtout, et c'est le plus important, une tension économique en France, une difficulté économique et politique qu'on connaît, et une façon, à mon sens, de détourner l'attention sur les vraies questions qui fâchent. Chawki, si vous voulez. Oui, en fait, placer déjà une problématique France-Algérie et mettre ça, par exemple, comme le fait votre invité sur la question de la problématique algéro-marocaine, c'est vraiment hors contexte parce qu'on sait très bien que le régime algérien n'a pas des soucis qu'avec la France. En 2022, c'était l'Espagne. Il y a quelques semaines, c'était le Mali. Avant, c'était le Niger. La Libye avec le maréchal Haftar, les Émirats arabes unis, des problématiques avec parfois l'Arabie saoudite, aussi certaines tensions avec l'Égypte, notamment par rapport aux déclarations de Tebboune. Donc on est donc ça, parler aujourd'hui, bien sûr, on parle de la problématique franco-algérienne. D'ailleurs, les relations ont toujours été très tendues, mais ce qui se passe dernièrement, c'est qu'on est face à un régime qui a une approche belliqueuse des relations internationales, mais belliqueuse dans le sens d'attaque, de complotisme, de complot sionistes parfois, marocains d'autres fois, français aussi,
Donc on est vraiment sur un régime qui est très fébrile, un régime qui a viré dans le complotiste et dans les théories que personne ne croit, parce qu'il y a problématique intérieure et ces crises à l'extérieur, notamment avec la France pour jouer un petit peu sur l'histoire coloniale, c'est pour détourner justement le regard de la population algérienne sur les problématiques qu'il y a à l'intérieur. Et il faut dire juste que, par exemple, il y a quelques semaines, des gens mouraient dans le sud à cause de la malaria. Donc, on est un petit peu en mode Moyen-Âge parfois dans certaines régions du pays. Donc, ça donne un petit peu l'image de ce pays-là qui essaie de détourner, de ce régime qui essaie de détourner le regard sur la catastrophe qui est à l'intérieur du pays, malheureusement. Ouais. Je peux répondre à ça ou? Oui, mais brièvement. Oui, brièvement. Bon, d'abord, réduire mon propos à des relations franco-algériennes liées au Maroc, c'est extrêmement mal comprendre ce que je viens de dire. Je dis qu'il y a un contexte général, la question mémorielle, donc le fait que la France ne demande pas simplement pardon pour les crimes perpétrés en Algérie, alors que Macron est arrivé avec un discours très offensif en 2017. Ensuite, les relations internationales des pays à pays, il n'y a pas que l'Algérie qui peut avoir des moments de tension. Alors on parle de pays, puis on parle de mouvements politiques. Le pays, on prend l'exemple par exemple de l'Espagne, je rappelle que ça se passe très bien actuellement, et que la tension était liée, là encore une fois, à la question du Sahara occidental. Donc il y a un curseur qui est lié pour la France et pour l'Algérie sur cette question du Sahara occidental. Ça c'est réglé, tant mieux. Ensuite, la question, alors Haftar, de prendre ce criminel, cet agent américain de la CIA, qui n'a pas le pouvoir en Libye comme étant une référence, je suis désolé, mais Haftar ne compte pas en Libye. Aujourd'hui, ce qui compte en Libye, c'est un gouvernement reconnu internationalement, qui a été élu en 2014, et c'est avec ce gouvernement que l'Algérie compose. Et à juste titre, et je rappelle que c'est Haftar qui a menacé l'Algérie, pas le contraire. Bref, donc la tension venait de Haftar. Ensuite, le Mali, je rappelle que c'est quand même un coup de force militaire, que la tension est alimentée par d'autres acteurs qui ont des intérêts régionaux, et que c'est surtout le Mali qui est agressif au départ. L'Algérie n'a jamais répondu aux propos extrêmement orientés du Mali. Preuve en est, ça se passe très bien avec le Niger, ça se passe très bien avec le Burkina, ça se passe très bien avec la plupart des pays limitrophes de l'Algérie, sauf la Libye qui est malheureusement instabilisée depuis près de 14 ans. Donc réduire tout cela pour dire que finalement c'est une façon de détourner l'attention de la population algérienne, qui est trop bête pour comprendre par elle-même qu'il y a un problème historique avec la France sur la repentance, sur la reconnaissance des crimes coloniaux, c'est un peu facile. Ensuite, bon, la malaria dans le sud, c'est encore une histoire dont je n'ai jamais entendu parler, mais enfin, ça, on met ça de côté. Mais j'ai envie de dire simplement, c'est que on peut pas faire l'impasse. Peut-être que vous connaissez pas très bien le pays. Non, je connais un peu le pays, mais c'est pas, on a dit pas l'attaque personnelle, donc, s'il vous plaît, pas l'attaque personnelle, je pars sur le fond. Je vous laisserai répondre. Voilà. Après, je finis mon propos, j'aimerais ne pas être coupé, s'il vous plaît. Reconnu par le régime lui-même, c'est problématique, c'est-à-dire que c'est le régime. Je finis mon propos, s'il vous plaît. Comme c'est en visio, sinon je vous assure que ça va pas être possible. C'est pas audible. Voilà. Tout à fait. Tout le monde aura la parole et à la fin tout le monde aura la parole. Voilà. C'est-à-dire que je parle vite je parle vite pour donner les éléments le plus rapidement possible et je ne coupe pas les gens. Un peu de courtoisie, s'il vous plaît, monsieur. Donc simplement pour dire que la méconnaissance d'un pays rentre pas en considération. On prend les faits tels qu'ils se présentent. Il y a des tensions internationales actuellement importantes. Alors la question du complotisme et puis du sionisme, enfin ça c'est très facile, mais tout le monde est complotiste aujourd'hui, hein, dès l'instant on n'est pas d'accord. On va être un peu sérieux. Il y a une problématique qui se pose entre la France et l'Algérie depuis 63 ans maintenant, qui n'a pas été réglée sur la question de la mémoire. Et la rente mémorielle dont on voudrait affubler l'Algérie est une rente qui est entretenue par la partie française. Si monsieur Macron avait été jusqu'au bout de sa logique, et ça aurait été positif, il demandait juste la reconnaissance des crimes, il avait commencé avec le 17 octobre, il disait oui, nous avons bien effectivement commis des crimes en Algérie, ce qui est indiscutable, la colonisation n'est pas un bonheur, et la France demande officiellement, comme Jacques Chirac l'a fait en 95 par rapport au Veldiv, pardon aux victimes de ces crimes. On parle pas de l'État algérien, on parle de relations d'État à État. Une fois que cette relation est consommée, une fois que ce passé enfin est assumé, après tout est ouvert, et la rente mémorielle disparaît de fait, puisqu'il n'y a plus de matière. Donc il faut faire très attention à ces propos, mais de là à dire l'Algérie, par exemple, j'entends souvent, est isolée sur le plan international, il n'y a pas plus ridicule. Je veux dire, l'Algérie s'entend très bien avec les grandes puissances africaines, l'Algérie s'entend très bien avec les États-Unis, avec la Russie, avec la Chine, avec tous les acteurs les plus importants dans le monde. Et les petites tensions qu'on observe entre la France et l'Algérie ne sont pas étrangères à une montée de l'extrême droite extrêmement violente en France qui donne le là. Et je veux simplement expliquer, pour finir mon propos, que si monsieur Retailleau, qui a des propos extrêmement violents, alors je parle pas de l'Algérie, on parle des propos qu'il a tenus vis-à-vis des descendants d'immigrés qui seraient en train de faire une régression ethnique, c'est ce qu'il a utilisé comme terme. Si monsieur Retailleau, lorsqu'il prend ses fonctions,
utilise le premier curseur qui est les accords de 68 qui sont très à la marge et qui ne représentent rien en vérité, eh bien si c'est ça sa logique, effectivement, ça risque pas de calmer le jeu. C'est-à-dire qu'il a été dans une posture incendiaire. Malheureusement aujourd'hui, on peut observer que ça augmente. J'espère que monsieur Macron en prendra la main rapidement, mais c'est vrai que quand on laisse parler des gens qui sont issus d'un gouvernement illégitime, je veux dire, rappelons quand même que c'est l'opposition qui a gagné, eh bien, on se pose des questions. Donc, ça, sincèrement, je pense que, au-delà du fait, sortir des vieux poncifs poussiéreux pour dire que le gouvernement algérien pousse la population à la haine de la France, c'est ridicule et faux. Puis je vous rappelle quand même qu'en Algérie, quand on y va, il y a plutôt une forme de fascination pour la France, pas de haine. Hein. Donc, pas de plaisanterie là-dessus, je ne crois pas ce discours. Alors, on aura l'occasion d'y revenir. De toute façon, de manière générale, et ça, c'est quelque chose auquel on fait attention, je le rappelle. Quand on parle du régime algérien, c'est pas forcément les Algériens eux-mêmes. Je voulais juste voilà, factuel, juste. Faites une petite réponse et voilà. Assez court et factuel, juste sur les faits. Et ensuite, on vous donnera la parole pour la prochaine question. Déjà, vous dites, je m'adresse au monsieur parce qu'il dit, par exemple, il dit qu'il n'est pas complotiste. Il remet en cause le fait que le régime algérien soit complotiste, alors que lui-même avait commencé par du complotisme en parlant du maréchal Haftar comme un agent des Américains. Ces histoires qui sont beaucoup plus complexes que cela. C'est-à-dire dire que Haftar est l'agent des Américains alors qu'il est proche des Russes, alors qu'il a des liens avec les Émirats. Donc après c'est beaucoup plus complexe que mettre ça. Et c'est le régime algérien, c'est l'agence de presse officielle qui répond justement ce que répète le monsieur, c'est-à-dire de mettre les gens direct agents du Maroc, agents des États-Unis, agents de la France, agents des sionistes. C'est beaucoup trop simple et les relations internationales sont beaucoup plus complexes et la réalité en Libye est beaucoup plus complexe que cela. Maintenant, parler de ce qui entoure l'Algérie, par exemple, de ce qui se passe en Afrique du Nord. L'ambassadeur de l'Algérie convoqué par le Mali il y a quelques mois, même chose par le Niger, les relations avec le Niger ne sont pas au beau fixe, même si ça va et ça vient. Plus de 30 000 réfugiés, des gens qui sont venus du Niger qui ont été refoulés par le régime algérien, vraiment abandonnés au milieu du désert sans eau ni nourriture. Ça a été vraiment, c'est le gouvernement du Niger qui en a parlé directement, qui a convoqué l'ambassadeur algérien. Maintenant, sur la question où j'ai coupé le monsieur, il dit que je n'aurais pas été courtois, mais peut-être que je ne suis pas courtois parce qu'il y a aussi, parce que moi je connais la réalité, quand on remet en question, quand on remet en cause, quand on met en doute le fait qu'il y a eu des gens, plus d'une centaine, qui sont morts de la malaria dans le sud, à Tinziwatin, à Tinyaouin, bien sûr que moi, en tant qu'Algérien, ça me touche. Moi, ayant grandi en Algérie, ayant grandi à côté de ces gens-là, peut-être le monsieur estime qu'il peut remettre en question vraiment une réalité qui n'a pas été démentie par le régime, c'est-à-dire le régime algérien. Après, il a reconnu qu'il y avait une problématique. Donc remettre en question ça, il faudrait nous expliquer comment un pays où les gens meurent de la malaria peut-il aujourd'hui parler déjà d'indépendance, de souveraineté, de fait, par exemple, d'avoir des liens un petit peu d'égal à égal avec la France ou avec d'autres pays. Non, malheureusement, on n'est que sur des slogans et on n'est que sur le fait de jouer sur la question coloniale encore et toujours. De parler au début de parler d'1,5 million de martyrs, puis de 5 millions, puis ça c'est pas quelque chose qui est dû au hasard, c'est vraiment parce que le régime algérien sait qu'il peut un petit peu jouer sur cette sensibilité qui est liée à l'histoire coloniale. On a une relation complexe avec la France, il faut l'assumer, et le premier à le savoir, c'est le régime algérien lui-même parce qu'il joue sur cette fibre-là à chaque fois. Très bien. Je vais vous laisser la parole pour une question qui ne s'adressera qu'à vous. Gamal aura ensuite la sienne. Est-ce qu'il y a des critiques aujourd'hui, soit que Gamal formule, soit que vous entendez plus largement dans les médias, critiques formulées à l'endroit de la France et on va dire du gouvernement français, qui vous semblent légitimes sur ce dossier-là franco-algérien, on va dire? Malheureusement, justement, là où il devrait peut-être parfois y avoir des critiques, parfois où on pourrait essayer de partir sur
une relation d'égal à égal, justement, peut-être sur certaines questions économiques ou sur certaines questions de souveraineté, justement, économique. Peut-être là, on pourrait en discuter, mais c'est pas là où le régime algérien joue. C'est pas ça qui intéresse, de toute façon, le régime algérien. Quand il s'agit de la France, on parle uniquement de sujets qui vraiment ne sont pas d'un grand intérêt par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. On est toujours sur cette, ça a été même qualifié par Emmanuel Macron de rente mémorielle, et là, honnêtement, sur cette question-là, il n'est pas passé à côté, parce qu'effectivement, c'est une rente, c'est-à-dire le régime algérien aujourd'hui, s'il arrive à rester en place, c'est par rapport à cette rente mémorielle de jouer encore et toujours les martyrs. On a été les effets néfastes de la colonisation, la France coloniale. Et après, maintenant, on a viré encore plus uniquement vers le complotisme. C'est-à-dire, est-ce que on pourrait prétendre à être un état de droit, un état où il y a des institutions, quand on passe son temps à parler d'un complot macronito-sioniste, de médias français sionistes qui attaquent l'Algérie? Là, je me cantonne, j'essaie de rester uniquement sur la relation franco-algérienne, alors parlons pas d'autres pays. Alors, donc, voilà. Et la question pour vous, Gamal, est la suivante. Est-ce que vous estimez qu'il y a des critiques formulées à l'égard du régime algérien aujourd'hui qui peuvent être justifiées? C'est une question au miroir. Donc, il n'a pas répondu à la question du côté algérien. Il a préféré dire que les Algériens ont tort. Bon, c'est pas très intéressant. Très rapidement quand même, parce que j'ai entendu un truc. Haftar a une carte américaine, a vécu 30 ans aux États-Unis, est un États-Unien, c'est connu. Il a vécu à 30 km de l'anglais. Donc, quand on dit qu'on connaît pas bien le dossier Haftar, il est connu. Et il faut être un peu sérieux. Quand on parle géopolitique et de rapport de force, c'est pas il est copain des Russes, ça c'est totalement ridicule et réducteur, comme les Émirats Arabes Unis d'ailleurs, mais bon, ça c'est on passe outre. Alors pour parler de la critique, les critiques, je vais répondre aux deux questions parce que ça n'a pas été répondu. Les critiques formulées par l'Algérie vers la France sont des critiques liées effectivement à des pas en avant et des pas en arrière qu'on a pu observer. Un jour on dit que c'est un crime contre l'humanité, le lendemain on se ravise. Un jour on est drivé par Kamel Daoud, c'est pas Macron qui l'a dit, Kamel Daoud l'interview au Point et lui dit qu'il utilise la rente mémorielle et malheureusement Macron rebondit dessus. Malheureusement parce que Macron manifestement n'a pas vu à qui il parlait. Donc il y a des tensions effectivement. Alors ce qu'on peut formuler comme critique vis-à-vis de l'Algérie, je vais les réduire à pas grand-chose finalement. Alors il y a un mot magique. Oui, je resitue. Donc, les critiques que la France pourrait formuler avec l'Algérie, c'est quoi? D'abord, c'est le fait qu'il y a un problème lié à de l'économie. Il faut bien comprendre qu'on ne fait pas la guerre pour le plaisir de faire la guerre, on le fait pour les questions économiques. C'est-à-dire que là, récemment, la France a été écartée, je parle donc des agriculteurs français qui fournissaient beaucoup de blé à l'Algérie, a été écartée des appels d'offres au profit, on le sait, des Russes aujourd'hui. Simplement, une forme de mesure de rétention. Pourquoi? Parce que les Algériens ont mal vécu les relations qui sont de plus en plus difficiles avec certaines sorties hasardeuses de certains éléments du gouvernement qui ne sont pas d'ailleurs des responsables des affaires étrangères. Et donc, on sent bien qu'il y a un flottement et on imagine que la France pourrait reprocher, donc je dis ce qu'elle peut penser à l'Algérie, d'être un peu trop rigide sur la question mémorielle. Alors c'est quand même le minimum syndical. Je veux dire, quand les Allemands et les Français font la paix, c'est à la suite de Nuremberg, c'est à la suite de procès, c'est à la suite de reconnaissance de crimes, c'est à la suite de condamnations et c'est à la suite de réparations sur deux nations importantes en Europe qui se sont fait la guerre quand même 4 fois depuis Napoléon. Donc et 4 défaites françaises consommées qui ont après été sauvées par les États-Unis et l'Angleterre, mais c'est vrai que ces 4 défaites consécutives ont laissé des traces. Et il a fallu que la France encaisse cette humiliation à de nombreuses reprises. On parle de complotisme tout à l'heure, par exemple. Le complotisme ne veut rien dire. C'est un mot fourre-tout qui ne veut rien dire. Quand les Français, en 14-18, sont en confrontation avec les Allemands pendant la guerre, on disait que les Allemands mangeaient leurs enfants. On peut parler de complotisme, mais c'est de la propagande simplement de bonne loi. Et pour autant, la guerre intervient, une seconde guerre après intervient qui est calamiteuse, et ils se rendent compte qu'au bout de 2 guerres, c'est catastrophique. Et bien là, c'est pareil par rapport à la relation franco-algérienne. C'est quand même une guerre qui a conduit, alors c'était tout à l'heure mal compris, à officiellement, je parle des chiffres officiels français, 300 000 morts, algériens, 1 500 000 morts. Je donne des faits, moi je reste dans l'histoire et pas dans la propagande, et pas dans le complot. Et quand M. Tebboune fait référence à 5 millions de morts, il ne parle pas de 5 millions de morts pendant la guerre d'Algérie. Il parle de 5 millions de morts entre l'entrée en Algérie qui a conduit à la mort de 1/3 de la population, chiffres historiens français, donc ça fait à peu près 1 million de personnes, et puis une multiplication de conflits qui ne se sont jamais arrêtés pendant 132 ans, qui ont conduit, on estime de la part d'un historien que je connais, un ami, Youssef Gira, à 5 millions de morts.
Ce sont encore une fois des estimations, parce qu'on fait pas de course aux chiffres, on n'a pas de recensement précis, mais on estime au rythme de mort quotidien et mensuel que ça donne à peu près ça. Mais le problème n'est pas de savoir combien de morts. Je dirais un mort est un mort de trop, et comme disait Staline, un mort c'est effectivement une tragédie, 1 million de morts c'est une statistique, malheureusement. Donc simplement pour expliquer que la question française par rapport à l'Algérie, c'est quoi? C'est-à-dire on ne veut pas reconnaître ce qui s'est passé parce que ça pose problème, parce que la France a des valeurs, effectivement, de la République quand elle est née dans cette révolution, et qu'il est difficile d'endosser ce genre d'horreur. Et c'est vrai que la colonisation est un crime, c'est indiscutable. On va coloniser pour prendre de l'argent, on n'y va pas pour apporter la civilisation, contrairement à ce qui était dit au siècle dernier. Mais ce qui est reproché à la France pour l'Algérie, c'est une sorte de posture rigide vis-à-vis de ça, de ne pas reculer. Le problème, c'est que les Algériens demandent à ce que l'histoire soit écrite pour qu'on puisse tourner la page. On peut pas tourner une page qui est vierge ou qui est vide. Et donc, c'est vrai que ces questions sont posées. Après, d'autres éléments marginaux, la question des OQTF, le mot magique est sorti il y a 5 ans, personne ne le connaissait avant. Donc, obligation de quitter le territoire français. On a l'impression qu'avec des Algériens, ils doivent partir du territoire, ce qui est quand même particulier. Eh bien, ces questions de QTF ont été instrumentalisées beaucoup par l'extrême droite. Moi, j'ai eu l'occasion pendant 1 an d'aller sur le plateau de Morandini où je passais mon temps à parler de QTF, ce qui est quand même incroyable. Et ça se passait pas bien. Mais bon, en général, ça se passait pas bien pour eux. Moi, ça se passait très bien. Ensuite, il y a l'affaire de quelques crimes qui arrivent. Ça arrive, hein. Des crimes parfois horribles, hein, comme l'affaire de la femme qui a assassiné cette pauvre jeune fille, enfin cet enfant. Et on monte ça en boucle. On monte ça en mousse. Excusez-moi, je vous permets de vous couper pour être sûr de bien vous comprendre. Si je ne fais pas d'erreur, là, le reproche que vous avez fait à Chawki peut s'appliquer à vous. C'est-à-dire pour le moment, mais pourquoi pas? Vous nous dites pas, est-ce qu'il y a des critiques légitimes qui sont aujourd'hui formulées? Ah, légitimes. Voilà, justifiées qui sont formulées selon vous. Hein, alors oui, non, alors légitime, oui, d'accord. Du gouvernement algérien et pas du régime algérien, pas de l'Algérie. J'entends bien, oui, on s'est compris. Non, légitime, alors si vous me parlez de légitimité, c'est autre chose. Par contre, je vous donne les critiques telles qu'elles sont présentées au QTF, le fait de refuser de la reconduite aux frontières, le sauf-conduit, le fait que l'Algérie serait trop rigide sur la question mémorielle, le fait que la France, avec 17 ministres qui est arrivé en grande pompe en 2022, semble-t-il fait un pas important. Donc les Français pourraient penser, alors je dis ce qu'ils pourraient penser, je partage pas cette idée-là, que l'Algérie ne fait pas d'efforts, qu'elle pourrait s'ouvrir, que la commission mixte d'historiens aurait pu être une avancée considérable, et que effectivement les marchés par exemple algériens qui étaient très ouverts commencent à se resserrer, et que c'est peut-être pas sympa pour la France. Ça on peut l'entendre. On peut entendre aussi le fait qu'ils disent que l'Algérie par exemple jouerait d'une soi-disant rente mémorielle, ce que je conteste. Mais j'ai envie de dire simplement, c'est que quand on fait un pas en avant, on peut pas faire un pas en arrière ou 2 pas en arrière. En l'occurrence, ce que j'observe, c'est que par exemple, le fait, un dossier très spécial, la question, par exemple, des OQTF qui ne sont pas récupérés par les pays maghrébins en général, d'ailleurs. Cette question, elle se pose, moi j'ai lu un livre qui a été écrit par une journaliste tunisienne, d'ailleurs, qui expliquait qu'elle s'occupait de ces fameux OQTF enfants, enfin, ce qu'on appelle les jeunes, comment on appelle ça, ce qu'on trouve à Barbès, comment on appelle ça, les mineurs de l'accompagné. Tout à fait. Voilà. Donc elle dit la difficulté qu'on a, c'est pas que les pays d'origine les refusent, que le Maroc par exemple fait le travail, enfin essaie de faire le travail. C'est que ces mineurs quand ils arrivent, ils ont complètement compris le truc. Un Marocain, un Algérien, un Tunisien, pour le distinguer, c'est compliqué. Ils déchirent leurs papiers et ils ne disent pas leur origine. Donc on ne sait pas où les reconduire. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, même si il y a un travail qui doit être fait, il faut tout faire pour endiguer effectivement ce flux migratoire qui est illégal. Mais il est certain que on peut pas mettre sur le dos des autorités des pays, tenez, reprenez celui-ci, on ne sait pas qui c'est. Et le dernier élément en date, puisque vous parlez de légitimité, c'est quand M. Retailleau va reconduire un type qui a des propos détestables là-dessus, on va pas discuter là-dessus, c'est évident que quand quelqu'un appelle au meurtre, c'est un imbécile. Eh bien, quand il fait cela, il commet une faute sur le plan, pas sur le plan du principe, mais sur le plan du droit, parce qu'il propose un procès pour que le type soit condamné quand même. On va d'abord examiner les faits, et s'ils sont condamnables, on le condamne. Et puis éventuellement, on le reconduit à la frontière. C'est pas ce qui se passe. Il dit, on va le dégager. Donc, on file le paquet cadeau à l'Algérie. L'Algérie dit, vous ne respectez pas vos règles de droit, et donc les refuse. Mais c'est vrai que les Français pourraient, alors je dis bien pourrait, parce que je crois pas que la légitimité soit au rendez-vous, pourrait reprocher à l'Algérie d'être un peu trop rigide sur la question mémorielle, un peu trop rigide sur la question de la migration, et un peu trop rigide effectivement sur la relation de critiques qui peuvent être formulées. Mais quand je dis pourrait, c'est qu'encore une fois, quand on finit une guerre, des choses doivent être réglées. On parle des accords de 68, par exemple, quand les Français, par certains Français, je parle des politiques là encore, hein, parce que la population n'est pas du tout concernée, vous parlez des accords de 68, d'abord ils les connaissent pas, parce qu'on voit bien que s'ils les connaissaient, ils diraient plus ça, et surtout, ils remettent en cause des accords d'État à État. C'est pas un ministre qui peut remettre ça en cause, c'est une question d'État à État. Donc là, on est dans la légèreté, et je pense que là-dessus, Monsieur Retailleau devrait revoir un petit peu sa copie, parce que manifestement, il n'a pas l'air de bien comprendre les relations d'État à État, et il n'a pas le droit de parler comme ça. Je dirais, il a un chef de l'État qui dirige
il a un ministre des Affaires étrangères, il a un Premier ministre, il peut pas dépasser son rôle de ministre de l'Intérieur. Lui, les questions qui l'intéressent, c'est la sécurité intérieure. Donc c'est vrai que de parler d'accord de 68 quand on arrive dans ce ministère, il y a un problème. Ok. Kevin, je te laisse... Oui. Une question cette fois-ci qui s'adressera aux deux, mais je me tourne d'abord vers vous, Gamal. Comment comprenez-vous l'embastillement de l'écrivain de 80 ans, Boualem Sansal, il y a 2 mois maintenant? Embastillement, vous y allez fort, mais bon, je vais reprendre votre terme. Ce que vous appelez embastillement, il a été mis en, ce qui est une procédure française aussi très connue, hein, sous contrôle judiciaire, donc il est effectivement pas en prison. Actuellement, il est dans un système, enfin dans un service hospitalier, effectivement, sous contrôle judiciaire. Ce qu'on comprend, c'est que cet homme, j'ai entendu. Non, il n'est pas en contrôle judiciaire. C'est intéressant. La courtoisie, il faudra la prendre, monsieur, s'il vous plaît. Vous pourrez parler derrière. Du calme tous les deux et de toute façon on vous donnera la parole juste après. Je promets, je vous comprends. Vraiment sur des faits de droit, il y a pas de débat là-dessus. Il n'est pas judiciaire, il est en prison. On est sur les faits de s'écouter. Je vous couperai jamais, donc faites un effort s'il vous plaît. Je sais que c'est difficile pour vous, mais il faut faire l'effort. Donc, non, ne me coupez pas s'il vous plaît. C'est important. Non, vous ne corrigez pas, monsieur, vous me laissez finir, après vous parlerez. C'est beaucoup mieux. Comme ça, moi je vous laisserai dire des choses qui sont fausses, il n'y a pas de problème. Voilà. Il y a aucun souci. Oui, non, on va pas jouer ça, mais c'est pas... On va pas envoyer des pics, franchement c'est dommage, on va pas envoyer des pics. Non, c'est pas les pics, il n'y a pas de souci. Si, personne n'envoie de pics à personne. On vous donne la parole. Non, mais c'est juste pour vous expliquer que moi je suis très discipliné. Je demande juste à ce que ce monsieur soit discipliné, comme ça se passera bien. Allez-y. Voilà, donc simplement, parce que c'est compliqué de suivre le cours. Donc actuellement, effectivement, il est sous contrôle judiciaire, et c'est une détention. Juste sur cette réponse, si tous les deux vous pouviez. Oui, très court, ça va être très court. Ça va être très court. Donc quand vous dites embastiller, c'est un terme très fort historiquement, on s'entend. Là, il a commis quelques impairs qui doivent être entendus par la justice. Moi, je suis pas partisan de ça en réalité. Je trouve ça inintéressant de le garder en prison parce que je vois pas l'intérêt de le faire. Mais une chose est certaine, c'est que l'État algérien est fondé sur des articles de droit qui existent, à dire que ce monsieur a remis en question l'existence et la réalité de l'État algérien. Plus encore, il a insulté l'État, ce qui est quand même pas mal. En contrepartie, j'ai envie de dire qu'il y a quelqu'un de Kanaki qui est actuellement en prison en France pour des faits qui ressemblent un peu à ça. Donc, qui dit qui est un indépendantiste. Ça existait avec les Corses. Donc, simplement pour dire que, pour ma part, alors, on va être précis. Il y a une menace, en effet, une menace directe à l'État. Pour le coup, Boualem Sansal n'est pas à la tête d'un mouvement de rébellion indépendantiste, et je crois même que d'ailleurs sa voix en Algérie ne porte pas énormément. Il n'y a pas de risque de déstabilisation du régime, soyons honnêtes. Oui, non, on s'entend bien. Là, on s'entend bien. Un monsieur de 80 ans qui est... 75 ans, pas 80 ans. Il est né en 49, 75 ans. Faut pas... Il a été reconnu à l'âge de 5 ans à l'état civil. Donc, c'est ce qu'il dit, mais ça, c'est encore un autre discours, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que moi, je suis pas en train de défendre une posture, parce que moi, je pense que c'est inutile de le mettre en prison, mais bon, à titre personnel. Par contre, je considère effectivement, je prends la position du gouvernement algérien qui dit que il a remis en question les fondements de la République algérienne, qui, il faut pas le perdre de vue, est un pays qui s'est battu pour être intégré, enfin que tout le territoire s'est intégré. Je rappelle quand même que De Gaulle avait proposé la partition nord-sud. Donc quand quelqu'un va expliquer que il a dit des choses graves quand même. Moi j'ai vu cette interview dans cette chaîne d'extrême droite. Il a dit quoi? Il a dit l'Algérie, en gros, l'Ouest appartient au Maroc, ce qui est ridicule parce que quand la France rentre en Algérie, le Maroc ne contrôle pas l'Ouest. Et l'Est appartient à la Tunisie. En substance, il reste une portion congrue de ce qu'on peut appeler l'Algérie qu'il conteste. Et plus encore, il va dire le Maroc, grande nation, n'a jamais été colonisé, ce qui est totalement faux. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore colonisés, Ceuta, Melilla, le Sahara occidental, enfin, toutes les îles marocaines appartiennent aux Espagnols, mais bon. Et au-delà de ça, il explique, les pays colonisables sont des pays qui ne sont rien. Donc ça, c'est quand même à la fois insultant, donc il insulte l'État, et il remet en question l'existence même de l'État tel qu'il est constitué aujourd'hui. Donc l'État algérien, effectivement, parce qu'ils savent qu'il a une audience en France et uniquement en France, je devais raison le souligner, a mal pris et mal vécu cela comme une insulte. Je pense, à titre personnel, que c'était pas utile de lui donner autant d'importance. C'est-à-dire que le poursuivre, ça servait à rien. Ça ne mérite pas forcément, voilà. Un rappel à la loi aurait été suffisant. Après, je pense aussi que faut voir qui est le personnage. Moi, j'ai vu son bouquin en 2008, là. Cette horreur
qu'il a appelé le village de l'Allemand, il a quand même des raccourcis qui sont violents. Les Algériens sont un peu fascinés par le nazisme, les Moudjahidines sont des nazis. D'accord ou pas d'accord. Oui, j'entends bien. Mais ça, c'est extrêmement violent. Ça fait très longtemps qu'il est dans ces postures, et je pense qu'il a poussé un peu le bouchon. Donc c'est surtout ça qui est choquant. Moi, j'ai pas de sympathie pour le personnage, je vous le cache pas, mais en même temps, un écrivain qui écrit n'importe quoi, c'est un peu comme Charlie Hebdo, ils peuvent faire des dessins qui sont violents, je m'en fous. À la limite, qu'ils s'expriment, ça me dérange pas. Très bien. Chaouti, là-dessus? En fait, là-dessus, déjà, je dois dire que quand on parle de Boualem Sansal, on peut être d'accord ou pas d'accord avec lui, mais lui, il connaît vraiment l'Algérie. C'est vraiment quelqu'un, un connaisseur de l'Algérie. Et quand on est un connaisseur de l'Algérie, par exemple, on peut pas dire, on connaît un petit peu le système de droit, on peut pas dire que Boualem Sansal actuellement est sous contrôle judiciaire. D'où est-ce que, moi j'aimerais bien avoir, d'où est-ce que sort cette information? Boualem Sansal est en prison. Il a été emmené, c'est une sorte de salle de soins, après c'était à l'hôpital Moustapha Bachar, dans une unité qui est prévue justement pour les gens qui sont emprisonnés. Parler de quelqu'un qui est sous contrôle judiciaire, j'explique ça à votre invité, comme ça il connaîtra un petit peu l'Algérie, je vais lui faire découvrir ce pays. Parler de contrôle judiciaire, les gens qui sont sous contrôle judiciaire en Algérie sont chez eux, mais ils doivent signer parfois chaque jour, parfois chaque 3 jours, parfois chaque semaine, selon les conditions. On a plusieurs, par exemple, militants politiques, justement, qui doivent faire cette obligation parce que il y en a des centaines qui sont sous contrôle judiciaire, il y a des centaines de militants politiques qui sont en prison. Donc ça, sur le cas de Boualem Sansal. Sur le cas aussi, deuxième chose qui n'est pas factuelle, il remet en question aussi le fait qu'il ait été déclaré à l'état civil 5 ans après sa naissance. On le sait tous que dans les années 40, que dans les années 30, depuis qu'il y a eu l'état civil, de toute façon, dès le début du XXe siècle, il y a eu cette problématique-là d'Algériens qui ont été inscrits 4, 5, 6 ans après leur naissance. Donc, et même beaucoup de ceux qui sont dans le régime n'ont pas de date exacte. On parle de Salah Boujil, le numéro 2, enfin, le chef du Sénat, le président du Sénat en Algérie. Il y en a beaucoup qui sont dans cette situation. Donc, parler aussi de l'âge de Boualem Sansal, c'est pas dire qu'il a 80 ans alors qu'il est déclaré 75 ans, c'est pas quelque chose de bizarre. Maintenant, sur la question, pourquoi il a été arrêté déjà? Parce que votre invité, c'est comme s'il disait que Boualem Sansal voulait donner des terres algériennes. Mais pas du tout. Mais Boualem Sansal, il parlait d'une question historique. C'est-à-dire, il parlait du tracé des frontières. Il disait en aucun cas qu'il fallait maintenant découper l'Algérie, donner une partie à la Tunisie, au Maroc ou à je ne sais qui. Il a parlé de réalité historique et selon sa vision, on peut débattre avec lui. Si Boualem Sansal n'a pas raison sur ce qu'il a dit, pourquoi l'emprisonner? Il suffit d'une émission à la télévision algérienne et on va un petit peu, je m'excuse pour le terme, mais démonter tout ce qu'il a dit très facilement. Mais c'est impossible à remettre en question parce que le tracé des frontières, de toute façon, l'Algérie avant 1830, et c'était déjà Alger, la régence d'Alger, c'était le Beylik de l'Est, le Beylik de l'Ouest, et ça n'a jamais dépassé les 300 000 km². Donc là, on est je crois que vous avez un bug. Il parle de ça aujourd'hui en Algérie, de provoquer un petit peu et de mettre sur la table des réalités historiques qui peuvent choquer la population algérienne, mais qui sont aussi intéressantes à débattre. Et pour moi, c'est ce qu'il a essayé de faire et l'emprisonner pour ça. Ça montre juste l'état de l'Algérie actuellement, qui est une Corée du Nord en Afrique du Nord. Est-ce qu'on peut passer à la question suivante, Gamal? Juste pour deux points importants. C'est important. Assez rapidement. Oui, très court. Bon, contrôle judiciaire. En fait, juste, il reste très peu de temps là dans le Zoom. J'entends bien. Donc, contrôle judiciaire, je corrige simplement. Détention préventive. Comme ça, c'est réglé. C'est le même terme que les Français. Et le système algérien au niveau judiciaire correspond un peu à ce qui se passe en France. Ensuite, l'âge de la naissance, apparemment, on est précis sur un âge qui n'est pas précis, mais c'est pas grave. Et pour ce qui concerne les frontières, si, il y a une remise en question des frontières, qui est fausse d'ailleurs, et même Benjamin Stora, qui est quand même un petit peu au fait de l'histoire algérienne, puisqu'il y a travaillé depuis 50 ans, est très informé. Puis j'ai envie de finir avec cette histoire. J'ai connu Soukri Fellah, vous étiez même pas né. Donc faut pas m'expliquer que je connais pas l'Algérie, j'y suis toutes les semaines. Donc faut un petit peu se lever le pied par rapport à ça. La disqualification par méconnaissance, ça ne fonctionne pas avec moi. Ma famille est algérienne, je connais très bien l'Algérie et j'ai la chance de parler à des historiens. Donc ça fait une petite différence par rapport à vous. Mais de toute façon, si
sur la J'entends bien, bien sûr. On accorde en tout cas de l'importance à vos visions. Et on va pouvoir passer à la prochaine question, qui s'adresse aux deux. Interdiction des conversions au christianisme, arrestation de journalistes. Bon, je ne suis pas satisfait d'eux. Le régime algérien est-il autoritaire car fragile ou est-ce dans sa nature depuis son indépendance? Est-ce que je commence? Allez-y, vous n'avez pas la précédente, donc allez-y. Ça marche. Déjà, juste pour faire la transition avec ce qui a été dit avant, parfois peut-être c'est pas une attaque personnelle contre les messieurs quand je parlais de fait de connaître l'Algérie, parce que on a cette sensibilité-là, par exemple, de gens qui soutiennent ces derniers temps le régime et qui peut-être n'ont pas grandi en Algérie. C'est pas une attaque, c'est pas une insulte, c'est rien du tout, c'est juste une réalité sociale. L'Algérie, c'est très complexe. L'Algérie profonde aussi. Là où j'ai grandi, c'est une réalité qui est beaucoup plus différente que faire un petit tour du côté d'Alger ou d'Oran ou de parfois même Constantine, que d'aller dans le fond des Aurès ou dans le sud où il y a la malaria, où il y a des gens meurent dans la rue à cause de ça. Il faudrait revoir les photos. Donc, il y a un petit peu cette sensibilité-là, c'est pas une attaque personnelle. Maintenant, sur ce qui est de la question, parce que justement, beaucoup se concentrent peut-être juste sur l'aspect un petit peu politique, les activistes politiques aussi, le cas de Boualem Sansal qui ont été emprisonnés, mais il faut savoir aussi que sur la question des libertés religieuses, et ce qui est fait ces dernières années, c'est vraiment une persécution à tous les niveaux, hein. C'est-à-dire, justement, ça montre la fébrilité du régime algérien, la peur aussi par rapport à tout ce qui est, à toute différence. Il faut savoir que pour la première fois l'année dernière, on a été ajouté à la liste spéciale des États-Unis, enfin de suivi par rapport aux atteintes aux libertés religieuses et aux droits des minorités religieuses. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose de nouveau. C'était pas le cas du temps de Bouteflika, même si on a été épinglé plusieurs fois par rapport à cette question. Mais là, on est vraiment, il faut savoir aussi qu'il y a un nouveau phénomène maintenant avec les réseaux sociaux de jeunes qui s'expriment par rapport à la religion, qui assument, c'est leur liberté, comme c'est le cas en France, de peut-être choisir d'autres religions ou tout simplement d'être athée, et qui essaient de débattre des textes religieux, notamment de l'islam. Mais il y en a plusieurs qui ont été arrêtés ces derniers temps, hein. On parle des dernières semaines, il y a eu plusieurs arrestations au sein de ces jeunes-là. Donc même là, un petit peu, et parfois, souvent, ça va avec le régime algérien comme sur toutes les questions vers le complotisme. C'est-à-dire que ça, il y a des mains qui sont derrière les conversions au christianisme, derrière les églises protestantes, derrière ces jeunes un petit peu qui débattent des textes religieux. C'est un projet pour viser l'Algérie, pour viser la société algérienne. Donc, le complément même sur cette question-là, on pourrait dire qu'on pourrait la dépassionner, la sortir du contexte politique et la laisser juste sur le côté un petit peu de la foi, de la spiritualité, mais avec le régime algérien, malheureusement, le complotisme touche tous les sujets, même le côté spirituel. Est-ce que vous voulez... Oui. Vous êtes invité. Alors, juste pour clarifier la situation, moi, malheureusement, quand j'allais en Algérie, j'étais un parfait inconnu. Maintenant, je suis très connu malheureusement en Algérie parce que je fais beaucoup de télévision et de radio, ce qui fait que malheureusement parce que c'est plus compliqué d'aller voir des gens et puis de leur parler spontanément, ceux qui s'imaginent qu'ils parlent à quelqu'un d'important. Donc, mais au départ, j'y allais un peu incognito, c'était très bien. J'allais dans les quartiers les plus populaires. Donc, une partie de ma famille vit à Alger, une autre partie vit à Jidjel, sur l'est algérien, et elle vit à Bab el Oued, dans les hauteurs de Bab el Oued, les quartiers les plus misérables. Elle vit dans les conditions difficiles. C'est vrai, il y a des quartiers qui sont difficiles. Haraj, j'y vais à pied. Je me balade dans des quartiers qui sont difficiles, populaires, qui sont connus pour un taux de criminalité qui est assez élevé. Puis il y a les quartiers bourgeois sur les hauteurs. Donc j'ai eu droit à toutes les Algéries. J'ai pu voir ce qui s'y passait. J'étais de Oran à Constantine en passant par Jijel, donc des régions les moins cotées au plus cotées. Mais on se fait une idée globale quand on parle aux gens, quand on parle aux taxis, quand on parle aux lambda, quand on parle aux commerçants, quand on parle à la famille, de ce qui s'y passe. Et c'est une idée assez précise. Donc ça me permet d'avoir quand même une certaine objectivité. Donc je ne fais pas un tableau idyllique, c'est un pays en développement, effectivement, et ces questions se posent.
Maintenant, la question des persécutions religieuses. Alors d'abord, il faut quand même être un peu sérieux quand on parle de religion en Algérie, parce qu'il y a eu d'abord, pendant la colonisation, la fracturation, la rupture entre le peuple algérien, qui est de confession juive, et l'autre musulmane. Ça a été fait avec Crémieux, donc Adolphe Crémieux a fait ce travail de créer un décret qui divisait la population algérienne pour avoir un soutien au sein de cette population. C'est déplorable, c'est dommage, parce que ça effectivement exclut une partie de la population après la Révolution, mais c'est pas le fait qu'ils soient juifs dans leur essence qui a posé problème, c'est le fait qu'ils aient choisi la France. Donc cette question s'est posée, et moi je suis pour un retour des juifs algériens qui sont chez eux. Je n'ai aucun problème avec ça. Quand je vois Stora arriver en Algérie, ça me fait plaisir, parce que il est chez lui, c'est pas négociable. Un juif algérien, c'est la seule différence qu'il a avec un musulman, c'est le caractère religieux, et ça ne fait pas de lui autre chose qu'un Algérien. Ensuite, on a l'autre aspect, la question religieuse chrétienne. Alors là, par contre, c'est très réducteur. Alors le mot complotisme ressort à chaque fois de façon comme une litanie, bon c'est un peu ridicule. Voyons les faits tels qu'ils se posent. L'histoire algérienne a été d'abord pétrie de violence, on le sait par rapport à la colonisation, parce que les guerres coloniales ne sont jamais autre chose que des guerres, qui sont extrêmement violentes évidemment, et a été marquée par la désislamisation. C'est-à-dire quand les Français arrivent en Algérie, la première des choses, ça fait suite aux croisades et aux contre-croisades, donc il y a toujours cet idéal un petit peu, enfin cette idée qui est restée dans le sous-jacent, de se dire que quand ils arrivent en Algérie, ils ont en face d'eux les anciens conquérants arabes, arabo-musulmans, ou les mauresques, vous utilisez tous les termes. Bref, ces conquérants qu'ils ont inquiétés jusqu'à Poitiers. Et donc, ils reviennent, c'est une forme un peu de vengeance, avec cet idéal de reconquista, pour le coup. Et en même temps, ils arrivent avec des idées précises. Ils détruisent des mosquées, ils vont vraiment saccager tout le tissu culturel algérien sur cette base-là, et en même temps, pour essayer de convaincre une partie de la population, particulièrement dans les régions berbérophones de Kabylie, ils vont faire passer les pères blancs. Les pères blancs étaient là pour passer des messages, pour christianiser, donc il y avait une volonté de christianisation, et pour retourner ces populations, parfois kabyles ou d'autres régions, contre les populations dites indigènes arabes. Donc c'était une façon, une stratégie politique qu'ils ont utilisée d'ailleurs partout, pas qu'en Algérie. Hein. Vous voyez en Asie, par exemple au Japon, ils ont essayé avec des pères blancs. On l'a vu en Amérique du Sud quand ils ont fait la conquête sud-américaine avec ces conversions de masse et puis cette fameuse controverse de Valladolid qui a conduit à des massacres considérables jusqu'à ce que ça s'arrête. Enfin, pour un temps. Donc ces questions du religieux qui est offensif des deux côtés, hein, musulmans comme chrétiens, a toujours existé, c'est pas d'hier. Et dans l'inconscient collectif politique et populaire algérien, l'idée des pères blancs, et en Kabylie ça a été combattu d'ailleurs, c'était un échec, mais quand même, il y a une tentative, mais on se dit que d'autres essaient de faire de même. Et le mouvement évangéliste américain, donc c'est de ceux-là dont on parle, pas des catholiques. Les catholiques ne sont pas inquiétés. J'étais à Notre-Dame d'Afrique, qui est une magnifique cathédrale qui a été entretenue et rénovée par les autorités algériennes. L'Algérie investit sur la rénovation des lieux de culte, donc ils sont très très loin de cela, à telle enseigne que même l'évêché, je crois, le prêtre qui tient la Notre-Dame d'Afrique remercie l'Algérie de lui avoir accordé à titre exceptionnel une nationalité algérienne en 2023. C'est vous dire à quel point ils sont massacrés. Quand on va là-bas, on voit autre chose. On voit un respect parce que les gens respectent les religieux, c'est normal, c'est nécessaire et obligatoire. Et qu'en même temps, il y a une fascination un petit peu de la religion de l'étranger, parce qu'on perçoit ça comme une religion occidentale, ce qui est faux d'ailleurs. Le christianisme reste une religion orientale. Mais quand on pense à ça, il y a un sous-jacent historique qui fait qu'il y a une crispation sur la volonté de conversion. Maintenant, il faut rappeler quand même une chose qui est intéressante. J'ai dit que le droit algérien est une forme d'un peu de miroir du droit français, parce que forcément, il y a une porosité par rapport à cette idée du droit. Et on se rend bien compte dans une république, hein, c'est pas une république islamique, c'est pas un régime théocratique, c'est bien une république, qu'on le veuille ou non, qu'on l'appelle régime si c'est amusant, mais bon bref. Il est certain que c'est une république. Dans une république, on se fonde sur le texte de droit qui ressemble à d'autres républiques. Et la question de ce qu'on appelle le prosélytisme, donc le prosélytisme en France est aussi condamné. Hein. Il est interdit de faire du prosélytisme. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe en Algérie avec les évangélistes. Alors, il faut savoir que la posture évangéliste est très offensive. Dans le monde, hein, pas seulement en Algérie. Pour le coup, le vice-président de l'église protestante à Alger a été condamné à 1 an de prison pour avoir célébrer une messe. C'est plus compliqué que ça. Il a l'élection prosélyte, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas de célébrer un culte. Il fait en sorte de répandre cette idée. Mais encore une fois, vous avez dit que c'est un protestant, donc un évangéliste, hein, parce que c'est un courant protestant. Oui, tout à fait. C'est une démarche. Vous l'observez en France. Vous voyez les moyens considérables qu'il déploie pour essayer de convaincre. Et d'ailleurs, je vous dis un exemple très concret. Moi, mon ex-femme était marocaine, donc berbère, et on recevait. Alors moi, mon nom n'autorise pas à recevoir ce genre de courrier, parce que j'ai un nom plutôt arabe. Mais elle, berbère, très marqué, Haït, eh bien, elle recevait des courriers directement à sa boîte aux lettres ciblés. Alors, ils rentraient dans l'immeuble, voyaient les noms berbères, et ils envoyaient un courrier pour les convaincre de la conversion. Donc, on est vraiment sur une action prosélyte qui est très très forte, parce qu'ils savent que certains berbères sont en rupture avec l'idée de l'islam,
Je précise tout de même que quelqu'un qui veut croire ou ne pas croire, ça le regarde, je m'en fiche complètement, il a le droit de faire ce qu'il veut. On n'est pas obligé de croire en Dieu, on peut croire au loto, c'est pas un problème. Mais en revanche, quand on a une posture offensive politique américaine, faut préciser que c'est très américain, là il y a une inquiétude qui existe. Elle n'existe pas sur la base de rien, elle existe sur la base d'un fait historique. Donc c'est surtout ça qui est pose tension. Là, c'est même les conversions au christianisme de manière plus large qui sont plutôt les mêmes. Est-ce que ça dit pas quelque chose du rapport au culte et à la différence? Vous voyez ce que je veux dire? J'entends bien, mais vous savez, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas une république islamique. Donc c'est vrai que le respect du religieux compte en Algérie parce que c'est un pays qui est quand même le poids religieux existe, on va pas se raconter l'histoire. En même temps, ce qui fait peur, c'est pas le religieux. Les autorités algériennes se fichent complètement de l'idée religieuse, de la respectent. Ce qui fait peur, c'est l'offensive de l'extérieur qui voudrait transformer les fondamentaux de la société. Alors moi, je pense, là encore une fois, qu'il faut être apaisé sur ces questions-là. Je pense que si des gens veulent pratiquer leur culte, ils le font très bien à Notre-Dame d'Afrique, ça pose aucun problème, parce qu'on a de plus en plus de gens qui sont issus de l'étranger, qui peuvent être chrétiens ou autres. Hein. Mais quand ça devient une offensive téléguidée par les États-Unis, puisque les États-Unis sont à la manœuvre, là, c'est plutôt inquiétant. Donc je pense qu'à la fois, il faut un équilibre, le respect obligatoire qui est dû à toutes les religions, ce qui est nécessaire, et en même temps faire attention que ça ne devienne pas une arme de propagande pour faire en sorte de fracturer la société. Et je pense que c'est ce qui est dans le viseur des autorités algériennes. Peut-être qu'elles font mal, hein, peut-être qu'elles vont un peu loin dans leur façon de faire, mais il n'en demeure pas moins que le sous-jacent historique existe. Si je peux juste me permettre quelques petites secondes. Assez rapidement alors. Ouais, vraiment très rapidement parce que il y a vraiment des détails très intéressants. Déjà, le fait d'essentialiser un petit peu la partie berbère ou berbérophone de l'Algérie pour dire il serait un petit peu, il y aurait un petit peu des poussées contre l'islam ou contre la religion, contre le fait d'être peut-être de la religion musulmane. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. C'est juste que la société, notamment kabyle, il y a une ouverture d'esprit, il y a une acceptation de l'autre, et en plus c'est une région qui, bien sûr, où il y a les gens se sont accaparés certains espaces de liberté et se sont accaparés aussi, vraiment avec des luttes, le droit de conscience un petit peu différemment des autres régions. Donc il faut pas placer ça par rapport au fait que ça soit, ils sont ciblés parce que non, c'est que, au Kabylie par exemple, il y a peut-être un peu plus de marge de liberté pour des gens qui peuvent parler de leur foi libéralement. Si le monsieur dit qu'il n'est pas contre que les gens aient leur droit de conscience, ben laissons les gens, justement, exercer ce droit de conscience. S'ils veulent devenir protestants, catholiques, s'ils veulent devenir, parce que lui, il parle juste des protestants, mais moi, je parlais aussi des jeunes qui juste font un choix, des jeunes algériens qui font un choix conscient de ne plus croire en la religion musulmane ou en une autre religion. Pourquoi? Déjà, normalement, la Constitution, parce que le monsieur soutient, bien sûr, peut-être je lui fais pas tort quand je dis qu'il soutient le régime algérien, il y a une Constitution qui, normalement, garantit la liberté de culte. Mais dans le respect de ce texte, il n'y a pas de respect de ce texte. Et si on parle des protestants, pourquoi ne pas parler des chiites qui ne sont pas gênés pour faire leur prosélytisme en Algérie, parce qu'il y a des liens avec l'Iran qui sont au beau fixe. Donc la question de dire que le régime, généralement, juste pour les gens qui font du prosélytisme, il a un souci avec ça. Maintenant, placer ça, bien sûr, sur le plan du complotisme, toujours les États-Unis qui nous viseraient avec non, mais il faut, à un certain moment, il faut arrêter ça. Soit on est pour la liberté de culte, et là, chacun a son droit de conscience et chacun a le droit de choisir sa religion, soit on est contre et on soutient le régime algérien qui fait vraiment qui porte des atteintes très graves à cette liberté de culte. Quand le dominant, il y a des cas, il y a des poursuites judiciaires juste pour le fait que je parle pas des caricatures, juste pour le fait de remettre en question les textes al-Bukhari, les textes où on rassemble un petit peu ce qui a été rapporté du prophète. Donc, juste sur ça, juste de dire que ce texte-là, on rejette pas la religion musulmane, en Algérie, vous êtes poursuivis par la justice, et généralement, il y a plusieurs condamnations par rapport à cette affaire-là. Donc, c'est pas juste une question de complot protestant ou je ne sais quoi. Même intra-religion musulmane en Algérie,
le régime algérien persécute la différence dans toutes ses variations, qu'elles soient politiques, qu'elles soient religieuses, le régime algérien est dans la persécution. Est-ce qu'on peut passer à la question suivante qui va, on va revenir, on va glisser là sur ce qu'on vient d'aborder, mais l'élargir de manière politique. Kevin, est-ce que tu veux le faire ou Oui, je vais le faire. Alors, en fait, il y a quelques années, on a eu un mouvement très intéressant en Algérie, l'Irak, qui réclamait plus de démocratie, on parlait même de deuxième république pour certains manifestants, etc. Est-ce que ce mouvement, mais est-ce que ces aspirations démocratiques existent encore au sein du peuple algérien et que penser du fait que des journalistes ayant couvert le mouvement, je ne suis pas satisfait, ont pu être emprisonnés? Je vais quand même donner deux petits points avant de répondre à votre question. J'apprends que la France aussi est complotiste parce qu'elle ne veut pas de témoins de Jéhovah, qui sont une secte connue. Non, les témoins de Jéhovah, c'est pas... C'est très... Ils sont autorisés, ils sont sur la liste des sectes. Merci de le rappeler. Ils sont sur la liste, voilà. Donc, est-ce que les témoins de Jéhovah sont une secte? Est-ce que c'est complotiste de le dire? Bon, on peut en parler. Ensuite, le schisme en Algérie, parce que l'Algérie est proche de l'Iran, ça c'est ridicule. Ça, les conversions entre guillemets au schisme, ça reste des musulmans, ça n'a pas de sens et je tiens pas compte de ce genre de plaisanterie. Et puis surtout, j'apprends j'essentialise. Non, j'essentialise pas, je parle d'histoire. Quand les Français parient sur les Berbères kabyles, c'est pour diviser l'Algérie, comme ils l'ont fait avec les Juifs, avec Crémieux. C'est l'histoire qui parle, c'est pas moi. Et en même temps, essentialiser en disant que les Berbères sont plus ouverts, enfin les Kabyles seraient plus ouverts, ça c'est ridicule. Je veux dire, moi je suis d'Igel, donc à 2 pas de la Kabylie. S'il y a bien un territoire dans lequel on est tranché, soit d'un côté, soit de l'autre, c'est bien en Kabylie. On n'est pas dans la modération, ça c'est une idée reçue. C'est la petite Kabylie, c'est pas la grande Kabylie. C'est bien. Non, je suis d'Igel et je connais très bien la Kabylie, mais c'est pas grave. Juste fini mon propos, donc j'ai pas coupé parce que j'ai entendu des trucs qui m'ont paru choquants. Donc non, on n'essentialise pas. Il y a un ciblage, une communauté qui a été faite, ça se fait partout. Hein. Il est divisé pour mieux régner, c'est un principe anglais. Donc quand on cible une communauté, on utilise les armes idéologiques qu'on a à sa disposition. Donc de là à dire que les Berbères seraient, enfin les Kabyles, puisqu'en l'occurrence il parle que les Kabyles et pas le reste des Berbères, seraient plus ouverts, c'est faux, mais c'est pas grave. Ce qui est important par rapport à ces questions du Hirak, maintenant je reviens sur votre question, le Hirak, j'y ai participé, hein, donc je vais pas faire mystère de ça, et le gouvernement algérien, qu'on veut appeler régime tout le temps, c'est amusant, ça reste un gouvernement élu, qu'on le veuille ou non, même s'il est mal élu, sinon à ce moment-là Macron c'est un régime aussi, puisqu'il nous refuse de donner le pouvoir à l'opposition. Donc on peut aller dans ce genre de qualificatif. Le gouvernement algérien, donc, qu'on peut aimer ou ne pas aimer, c'est pas le sujet. Moi, j'étais totalement contre le 5e mandat, totalement, c'est ça le Hirak. On voulait pas du 5e mandat. Toutes les questions qui arrivent derrière, de plus de démocratie, moins d'armée, toutes ces questions-là arrivent loin derrière. D'abord, c'était l'humiliation du 5e mandat. C'est une question de dignité. En Algérie, on n'est pas sorti dans les rues parce qu'on a des problèmes de nourriture. C'est pas le Hirak du Rif, par exemple, de Zafzafi. Où là, il parlait de questions de soins, de médicaux, social, travail. On n'est pas là-dessus. L'Algérie parlait de dignité. Et c'est vrai que l'insulte faite au peuple algérien de mettre un homme dans un cadre pour présenter ça comme un président, alors que manifestement, il était totalement diminué depuis 2013, était insupportable au peuple. Et je comprends. Ensuite, il y a aussi le principe de la corruption de masse. Je rappelle qu'il y a 3600 personnes qui sont en prison, des ministres, des députés, des hommes d'affaires, dont Ali Haddad, puisqu'on connaît un petit peu l'Algérie. Ces gens-là sont en prison et purgent des peines très lourdes. Donc ça, c'est quelque chose qui a quand même été bénéfique. Je ne dis pas que tout va bien aujourd'hui, parce qu'il y a du travail, évidemment, parce que c'est un pays qui part de très loin, parce qu'il y a eu des gabegies, des vols, des détournements, une nomenclature non pas militaire, mais affairiste, qui a profité à plein régime de l'import-import. Donc ils se mettaient plein d'argent dans les poches et détruisaient l'économie par l'importation de masse. Je ne dis pas que ça va mieux, c'est mieux, que c'est merveilleux aujourd'hui. Je dis que c'est beaucoup mieux parce que d'abord, quand on y va en Algérie, il faut y retourner. Eh bien, vous êtes au centre commercial, vous voyez que les produits qui sont vendus sont algériens pour l'essentiel, 95% d'entre eux, ce qui est vraiment une véritable réussite. Vous voyez que le gouvernement algérien actuellement ouvre à la diaspora, ce qui n'était pas le cas avant, on était méprisé. Il faut être très clair. On ne pouvait même pas aller en Algérie sans payer un billet à 600 €. Une famille, 4 personnes, 2400 €, vous n'avez pas dépensé un centime pour le pays. Il y a une ouverture qui s'est faite sur le plan de l'économie, sur le plan du politique, sur le plan des droits, et ce n'est pas la perfection, il y a beaucoup de travail à faire, on revient de très loin, c'est un système très ankylosé, très lourd, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, on a obtenu au moins une chose pour le Hirak qui était essentielle,
c'était la fin du 5e mandat, la fin de cette farce électorale qu'on lui mettait en place. Après, il y a d'autres choses qui doivent être obtenues, qui se feront pas à pas, mais les Algériens ont connu, et là je reviens rapidement sur l'histoire très court, le 5 octobre 88, c'était un massacre de masse des populations, enfin les jeunes qui sortent dans la rue, qui se font tirer dessus comme des lapins, c'était l'armée qui prenait le pouvoir, c'était un bain de sang qui a duré 10 ans, là on était sur quelque chose de grave. Aujourd'hui, Dieu merci, dans le Hirak, il y a eu un mort par crise cardiaque. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de massacre. Les attentes de la population ne sont pas totalement satisfaites, c'est vrai, mais il y a une crainte de l'État qui veut faire des efforts vis-à-vis de cette population parce qu'il y a une peur qui est réelle. Quand vous avez 20 millions de personnes dans la rue, tous les week-ends, même parfois 2 fois par semaine, ça fait réfléchir les gouvernants. Rappelez-vous des Gilets jaunes en France, au plus fort de la contestation, ils étaient 200 000. Quand on a vu ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées, ça a donné des échos. Le principe des réseaux sociaux fait peur aux gouvernants actuels dans le monde entier. Et donc le fait de mobiliser par des réseaux sociaux, on sait que c'est un levier considérable qui change la donne politique. La Révolution française s'est faite sur la base de la bourgeoisie qui a poussé la population à agir. Là, c'est le contraire. C'est la population qui agit et qui monte et qui fait pression sur l'État. Donc je pense que les espoirs sont permis. C'est difficile, il y a un parcours long encore à mener, mais je pense qu'aujourd'hui on est sur une voie qui va dans la bonne direction. Espérons évidemment que ce soit pas avorté, espérons que ça aille de mieux en mieux, mais il faut voir d'où on part, c'est important. Ce qui est intéressant, c'est d'où on part, où on arrive. Aujourd'hui, l'Algérie, c'est une économie qui fait une croissance à 4 points, ce qui est pas rien, la meilleure croissance de MENA. L'Algérie, c'est un pays qui donne envie à ses ressortissants étrangers, je parle de la diaspora, de revenir, et j'en vois beaucoup qui investissent là-bas. L'Algérie, c'est un pays qui a revu ses règles de droit par rapport au 49-51 et par rapport aux droits qui fluctuaient tout le temps. Là, ils ont garanti que les termes juridiques pour l'investissement seraient durables sur 10 années, donc on espère que ça durera. Tout ça, c'est des espoirs, mais il faut toujours être très mesuré sur la critique. C'est-à-dire que c'est facile de critiquer, mais on n'a pas envie de finir comme ce qui s'est passé en Syrie, en Libye, sur les frontières où c'est très instabilisé. Le pays a 7 pays à la frontière, tous instabilisés. Donc, faut tenir compte de ces peurs qui sont réelles. Et on pourrait dire que les dirigeants algériens sont un peu paranoïaques. Peut-être. Mais il y a quand même de la matière pour la paranoïa. Donc, j'ai envie de dire simplement, c'est qu'aujourd'hui, on est sur une phase ascendante. On espère que ça ira mieux. Et moi, pour conclure mon propos, peut-être sur une note un peu positive, j'ai envie, parce qu'on a à peu près, on estime qu'il y a 4 à 6 millions d'Algériens binationaux ou nationaux, 800 000 en France. J'ai envie que la relation entre ces deux grandes puissances que sont la France et l'Algérie s'améliore. Parce que tout le monde a y gagné, parce que les points de croissance, on les trouvera ici, et parce que surtout l'apaisement des tensions dans la région doit se mener par des pays qui ont les épaules pour cela, et l'Algérie fait partie de ces pays. Ok. Oui, merci. Déjà, sur la question par exemple, de parler, parce que quand on ne connaît pas, encore une fois, bien l'histoire d'un pays, la réalité sociale d'un pays, on peut blesser les gens, parce que le monsieur parlait, il disait que les Algériens en 2019, ils sont sortis pour la dignité. En Algérie, on ne sort pas pour autre chose, parce qu'on n'est pas comme au RIF, il y a toujours le complexe un petit peu avec le Maroc, tout ça. Mais je dirais au monsieur qu'il faudrait qu'il s'intéresse à ce qui s'est passé ces dernières années, c'est-à-dire à partir déjà de 2011, pour un pays où il y a une rente pétrolière, les gens sont sortis pour, à l'époque, ça s'appelait les émeutes pour le pain et le sucre, pour l'huile et le sucre, parce qu'il y a eu vraiment une augmentation des prix, il y a eu de grosses émeutes, c'était dans le cadre du printemps arabe, et c'était au même temps que ce qui se passait au RIF. Donc être condescendant avec les RIFins sans savoir qu'on est condescendant du coup avec les Algériens qui sont sortis au même moment, pour des raisons un peu plus, je dirais un peu plus quotidiennes, c'est-à-dire pour l'huile et le sucre. Donc il faudrait vraiment faire attention à ne pas blesser les gens par rapport à ça. Il faut connaître le pays avant d'essayer de se présenter comme un spécialiste, parce que ça peut blesser les gens. Maintenant, sur la question, en plus, j'en rajoute pas, sur les émeutes qui étaient jusqu'en 2019 quasiment quotidiennes. Si ça s'est arrêté par rapport à des gens qui coupaient, on disait couper les routes, c'est-à-dire qui faisaient des barricades pour réclamer l'eau. C'était le cas il y a quelques mois à Tiaret, c'est dans une région du pays où il y avait pas l'eau pendant plus de 2 mois. De suite, sans parler que la problématique dure depuis des années. Il y a même des médias internationaux qui en ont parlé. Donc quand on veut voir les choses, c'est facile, on tape Tiaret et on va trouver vraiment tout ce qui s'est passé. Les gens sont sortis dans la rue pour réclamer cela malgré le climat de répression. Donc, la question du Irak, qui serait l'Irak, c'était bien sûr, c'est
ça fait partie d'un long chemin depuis 1962, depuis il y a eu plusieurs mouvements, le Front des forces socialistes qui s'est élevé contre le régime en 63, la Kabylie justement qui historiquement est une région qui a été toujours contre le régime, le printemps berbère en 1980, après en 2001, tout ce qu'il y a eu, c'est vraiment dans cette suite-là, et ça ne s'arrête pas, parce qu'on est sur le même régime. Depuis 62, rien n'a changé. On est, bien sûr, le contexte, le monde change, le contexte change, mais avec le régime algérien, on se rend compte que même dans par exemple, la nature des discours, on est sur les discours des années 60, 70, qu'on entend du monsieur, parce qu'il répète ce qu'il y a dans le, c'est pas pour lui faire injure, hein. Il a tout à fait le droit de reprendre ce qui est dit dans l'agence de presse officielle. Mais ce qu'on entend dans l'agence de presse officielle, c'est ce qu'on entend vraiment, ce qu'on entendait dans les années 60, 70, c'est le même discours. Dire que, parce que la région est instable, il faudrait faire attention aussi, mais qui a fait que l'Afrique du Nord est dans cet état-là? Qui héberge, par exemple, le Polisario pour créer des problématiques pour le voisin marocain? Qui soutient maintenant dans le nord du Mali des gens qui veulent un petit peu des sécessionnistes, qui veulent se couper du Mali? Qui soutient aussi en Libye parfois des groupes qui œuvrent à la déstabilisation du pays? Donc on est sur un régime qui lui-même a provoqué cette instabilité en Afrique du Nord, et que pour le bien de l'Algérie, c'est pour ça le mouvement, l'idée de changement en Algérie, elle va jamais sans parler du contexte à l'intérieur du pays, c'est-à-dire on est sur des centaines d'embarcations qui partent chaque semaine, des embarcations de fortune pour aller vers l'Espagne, pour venir en Europe. Juste ces derniers jours, il y a toute une famille qui est morte dans la mer Méditerranée. Donc des gens, maintenant en famille, il y a des réalités sociales qui sont nouvelles. Ça, c'est nouveau, des familles qui choisissent cette voie-là pour quitter le pays. C'est pour dire vraiment la situation sur le plan social, sur le plan politique, on ne peut plus rien dire. Sur le plan des libertés, maintenant les libertés religieuses aussi, donc on ne peut pas, l'image qu'on est en train d'essayer de donner. Oui. Alors, parce que la question, on n'arrivera pas à vous réconcilier, il n'y a pas de problème. Voilà, il y a deux visions différentes, et c'est aussi pour ça qu'on voulait croiser vos regards. Mais encore une fois, j'insiste parce que il ne faut pas perdre le lecteur au moment de la transcription, de l'entretien, de la lecture. Voilà, le diagnostic, il a été largement posé. Encore une fois, quel regard vous portez? Je vais être très précise dans la question, s'il vous plaît, et on ne revient pas historiquement, on a compris. Quel regard vous portez sur ce qui, en tout cas de mon point de vue, mais je vous laisserai me corriger, ressemble à une aspiration démocratique avec le mouvement « Je ne suis pas satisfait de », pour ne prendre que celui-ci. Est-ce que c'est une aspiration à plus de démocratie? Quelle lecture? Et on a compris sur l'aspect historique, on a compris les réserves pardon, que vous avez à l'égard du régime, mais comment analyser ce mouvement-là? Qu'est-ce qu'il dit politiquement? Et juste en quelques phrases, parce que sinon on va avoir du mal à finir. Juste rapidement sur ce mouvement, je suis pas satisfait, Marani Charadi, c'est pour moi, ce qui est peut-être un peu plus grave, c'est que ça n'a même pas un caractère très politisé. C'est-à-dire les gens, c'est justement le slogan Marani Charadi, je ne suis pas satisfait, c'est juste pour dire on en a marre. Tout simplement, c'est la traduction. C'est-à-dire cette jeunesse-là, on l'empêche de faire de la politique, on l'empêche de militer, on l'empêche de s'encadrer dans des partis, et leur réalité, la vie quotidienne, c'est devenu un cauchemar. Donc, ils sont juste sortis pour dire on en a marre. On en a marre de l'état actuel des choses, et ils sont dilants, parce qu'à l'époque, au moins, quand il y avait le Irak, c'était un peu plus politisé. Là, les gens, c'est-à-dire l'Algérie, est au bord de l'explosion. C'est ça qui est dangereux. C'est pour ça que cette jeunesse-là est sortie, sachant qu'ils seront persécutés. Et là, on voit ce qui se passe ces derniers jours avec les arrestations par les services de renseignement souvent. Et vraiment, comment la réaction du régime a été très violente par rapport à ça. Et Gamal, même question, vous, sur ce mouvement-là, est-ce que vous faites cette analyse de Chaouti, ou vous avez un autre regard
sur ce mouvement-là de ces dernières semaines. Vous parlez du hashtag qui a été lancé. Une petite précision. Juste une petite précision technique, on a moins de 10 minutes. Ok, vous faites référence au hashtag qui a été lancé. Il y a eu un contre-hashtag qui a beaucoup mieux marché. Exactement. Donc le contre-hashtag c'était vraiment extrêmement fort parce que les Algériens qui... Vous pouvez dire quelques mots Oui, mais ce hashtag vient pas de nulle part. Hein. Il faut savoir la source, et quand vous connaissez la source qui est pas très nette, on se rend bien compte que... Le hashtag, vous voulez dire? Oui, l'hashtag. Le fait de générer un hashtag, c'est une attention extérieure. Ça n'a rien à voir avec les Algériens. C'était pas là-dedans. J'entends beaucoup de bêtises, de complotisme. Par exemple, tout à l'heure, il a parlé de l'huile dont les spéculateurs avaient effectivement réduit la quantité pour se faire de l'argent. C'est une question de spéculation, c'est pas une question de moyens. Il a fait référence au RIF que je mépriserais. J'ai vécu dans le RIF, c'est dommage, donc c'est raté pour le coup. Et je suis un admirateur de Abdelkrim Khattabi et de Zefzafi. Donc je ne méprise pas, au contraire, je considère que ces malheureux vivent une situation difficile parce que le Maroc traverse des turbulences et il n'y a aucune raison, soi-disant, d'être complexé vis-à-vis du Maroc. Je rappelle que le Maroc est un pays pauvre, l'Algérie très riche, donc il faut quand même être un petit peu dans le sérieux. Et ensuite la question donc pas de condescendance, bien évidemment, admiratif du RIF. Ensuite, la question du soutien, alors de l'Algérie des groupes. Alors, ils soutiennent des groupes en Libye, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Première fake news. Ils soutiennent les Azawad, deuxième fake news. Ils soutiennent tout un tas de trucs, c'est totalement faux. Faut être un peu sérieux. L'Algérie s'inquiète de ses frontières et ces mouvements, effectivement, ce hashtag, je reviens sur votre hashtag, qui a été généré par on ne sait qui, mais qui n'est pas très clair, ça vient pas d'Algérie. L'Algérie, aujourd'hui, je vais vous donner la situation telle qu'elle est parce que monsieur n'y va pas, mais j'y vais, donc c'est plus facile d'en parler. Après le Hirak, je parle, pas avant. Avant le Hirak, on sait que c'était la catastrophe. De dire simplement, c'est que les aspirations de la jeunesse algérienne, qui est un pays qui a besoin de travailler, qui a besoin de sortir de l'ennui, parce qu'il y a beaucoup d'ennuis malheureusement, et pour lesquels l'État essaie de faire les choses, et pas le gouvernement, je parle pas du régime, parce que nous avons toujours le régime, c'est des aspirations effectivement que toutes les jeunesses du monde entier partagent. On n'a pas envie de vivre ce qui a été vécu dans les printemps arabes qui ont été catastrophiques et lunaires. D'ailleurs, ces printemps arabes n'ont intéressé que les républiques, pas les royaumes. Personne n'était touché du côté des dictatures royales. Par contre, les républiques, c'était un balayage monumental et catastrophique. On voit bien qu'il y a quasiment 5 pays qui ont disparu à la suite de ça. Donc l'Algérie le sait. Et je vais dire simplement, c'est que l'aspiration des jeunes, c'est de vivre, tout simplement. Quel que soit ce qu'ils veulent faire, quelle que soit la façon de faire, de vivre dignement. Et vivre dignement, c'est le travail, c'est le loisir, c'est la famille, c'est ce que tout le monde réclame. Et de là à dire, alors c'est pas des hashtags qui font la différence, c'est un peu comme MeToo en France, où c'est lui balance ton porc, la personne qui a fait ça, elle a été condamnée. C'est vous dire un peu, on a toujours ce genre de moyens par Internet d'essayer de créer un mouvement qui a été contesté, qui a été balayé très rapidement par un contre-mouvement. Mais on peut pas contester le fait qu'il y a une aspiration de la jeunesse qui veut sortir d'une situation de blocage qui existe. Mais on peut pas non plus dire, on peut pas remettre toute la responsabilité à seulement les dirigeants qui seraient les mêmes depuis 60 ans. À l'époque, c'était des militaires. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est un civil qui est aux commandes, qui a fait l'ENA, et qui est un petit peu formé intellectuellement. Donc, ça fait un petit peu la différence. Le système ankylosé, qui est très lourd en Algérie, très pesant, l'administration, en l'occurrence, où on est quasiment, je crois, 5 millions de fonctionnaires. Donc, c'est vraiment, ça ressemble un peu à la France là-dessus, fait que, effectivement, ça avance très lentement. Et comme disait un ministre français que vous connaissez bien, il faudrait dégraisser le mammouth. Et là, en l'occurrence, en Algérie, je pense que cette démarche de dégraisser le mammouth n'est pas possible parce que si on fait moins de fonctionnaires, c'est plus de chômage mécaniquement. Donc ça augmente les tensions sociales. Mais d'oublier effectivement qu'il y a, alors on parle, ça a été dit, des centaines d'embarcations qui partiraient vers l'Europe. Ça c'est ridicule, c'est pas du tout les chiffres. D'oublier. C'est la première nationalité bien loin devant. Oui, tout à fait. Mais le Maroc est arrivé sur via la Méditerranée. On est à plus de 30%. Oui, j'entends bien, absolument, parce que le Maroc serre la vis. C'est-à-dire que vous avez vu que quand il y a une toute petite ouverture sur ces automobiles-là, c'est 6000 personnes d'un coup. Ils serrent la vis parce qu'ils font un contrôle très strict aux frontières que je connais. Hein. J'ai vécu à Tanger, hein, c'est dommage aussi pour ça, hein, on me la fera pas à l'envers. J'ai vécu à Tanger. La misère au Maroc, je l'ai vue de mes yeux. Alors, c'est un pays merveilleux, le Maroc, mais par contre, la misère est très puissante. Hein. C'est pas comparable avec l'Algérie, je veux dire. Quand vous marchez, moi j'ai une tête d'oriental, j'ai 20 mendiants sur les pattes pendant 20 mètres. C'est très difficile. Je le déplore, hein, je suis pas en train de satisfaire ça. J'aurais préféré que le Maroc aille mieux, comme la Tunisie. En Tunisie, vous avez des centaines de personnes qui tous les jours essaient de ce qu'on dit harak en arabe, c'est brûler la frontière, et qui meurent en Méditerranée. C'est devenu un véritable cimetière immense, la Méditerranée, parce qu'il y a d'abord des questions de pays en guerre, des pays en dérive économique, des pays qui rêvent de l'Eldorado occidental. L'Internet a accéléré ça malheureusement. On voit que
que c'est rutilant en Occident, que chez nous c'est pas bon. Ça, c'est un vrai problème, et c'est un problème méditerranéen et maghrébin. Les Marocains ferment bien la frontière, c'est très contrôlé, c'est plus facile. L'Algérie, il s'est passé par les embarcations d'Espagne. La famille dont il a parlé, effectivement, une famille a été tuée, mais c'est un phénomène, effectivement, qui est récent, mais qui est massif. C'est pas l'Algérie, c'est tout le Maghreb, malheureusement. Et ça, c'est un phénomène qui doit être endigué en faisant en sorte que le pays se développe. La seule réponse possible à apporter, c'est qu'effectivement, les populations puissent travailler dignement pour se fixer à l'intérieur du pays et arrêtent de rêver de l'Occident. Et ça, c'est une question qui est effectivement éminemment politique et économique. L'un ne va pas sans l'autre. Et je pense j'espère effectivement qu'on ira vers le mieux dans les années à venir, évidemment. C'est très clair. Je dis juste un dernier mot comme Gamal l'a fait, très court parce qu'il nous reste 2 minutes. Justement sur la suite, comment alors Gamal a formulé des espérances plus que des hypothèses. Vous, qu'est-ce que vous formulez ou qu'est-ce que vous voyez, voilà, s'il y avait une projection à faire quant à l'Algérie, comment vous voyez les choses en 1 ou 2 phrases? Oui, peut-être la première espérance c'est de finir avec ce complotisme-là qu'on entendait, de qualifier un hashtag qui a été lancé par des jeunes de complot de je ne sais où, parce que c'est un petit peu curieux, vu que les gens qui ont été arrêtés, ils ont été arrêtés en Algérie, et c'est des jeunes Algériens qui étaient à la base dans le Irak. Donc, je ne sais pas d'où est-ce qu'il vient ce hashtag, si ce n'est pas cela, peut-être c'est le contre-hashtag qui a été lancé par la télévision algérienne, avec le soutien de pas mal de soutien du régime. Donc, c'est là où il faudrait chercher sur un petit peu le côté complot. Mais s'il y a une espérance, bien sûr aussi, pour l'Algérie, c'est vraiment d'en finir avec ce régime, parce qu'on parlait uniquement de la question là des embarcations de fortune, tout ça, où vous avez bien fait signaler que la première nationalité, c'est les Algériens qui vont en Espagne. C'est pas une question de serrer le vis, pas serrer la vis. C'est vraiment une question d'un pays qui est devenu, encore une fois, on est sur une Corée du Nord, en Afrique du Nord. Il n'y a rien d'autre à dire. On est sur des persécutions à tous les niveaux. On est sur une situation sociale qui est catastrophique. Et si l'Algérie explose, vraiment, c'est l'Afrique du Nord qui va exploser, et c'est vraiment le sud de l'Europe, c'est la France, c'est l'Espagne, c'est l'Italie qui va vraiment payer aussi le prix. Donc, il faudrait accompagner ce changement-là, quand je dis accompagner, c'est-à-dire même au niveau international, il faudrait se rendre compte du danger qui guette ce pays, c'est-à-dire d'arrêter de soutenir ce régime-là et de laisser cette jeunesse-là qui veut changer les choses, et pas seulement la jeunesse, même les Algériens en général, et où on a toujours l'impression qu'il y a toujours cette problématique de dire que si le régime chute, qu'est-ce qui va se passer. Mais là, c'est avec ce régime-là où les choses vraiment vont vers quelque chose qui est très grave, parce que ça ne pourra pas continuer ainsi. Très bien. Je vous remercie tous les deux. Je pourrais juste ajouter une dernière chose quand même, parce que j'ai entendu de façon récurrente. Oui, juste une phrase. J'ai entendu de façon récurrente le même propos qui est absolument insupportable. Il y en a marre d'entendre que je serais soi-disant un agent du régime ou que je répéterai ce qu'on me dit. Moi, j'ai la chance de travailler avec des chercheurs, des historiens, et je donne des faits. C'est difficile à entendre, mais moi j'entends tout le temps régime, c'est bien, mais il y a des faits. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas le fait que des gens libres comme moi soient capables de voir sur le terrain, et j'y vais, vous y allez plus aujourd'hui, et vous donne un retour du terrain, parce que je fais cet effort, eh bien c'est compliqué. Mais là, il y a une condescendance chez vous qui est quand même assez extraordinaire. Au nom de quoi, vous tout seul, vous pouvez dire que nous sommes tous des moutons qui suivons le régime? C'est une plaisanterie. Quand je vous donne une information, vous répondez complotisme. Le complotisme, c'est vous. En l'occurrence, quand on n'est pas capable d'accepter la contradiction, moi j'accepte ce que vous dites, je suis pas d'accord, mais j'accepte. Mais arrêtez de dire à chaque fois que nous on répète ce que le régime dit. Moi je m'en tiens au fait que j'ai pu observer des faits objectifs. Si je dis qu'il y a une croissance à 4%, c'est des faits de la Banque mondiale, du FMI. C'est pas moi qui le dis. Donc si vous avez du mal avec ça, c'est un fait. Maintenant, de là à dire le problème serait l'Algérie qui serait instabilisée par le pouvoir, j'ai envie de vous répondre simplement, mieux vaut que l'Algérie soit stable, parce que c'est effectivement, si ce géant économique tombe, qu'est-ce qui va rester en Afrique du Nord? De toute façon, vous savez, les apostrophes... J'entends bien. Non, c'est juste pour les répondre, c'est tout, parce que c'est grossier. Et là, vraiment, on est dans les dernières secondes. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup pour ça. La suite Kevin, oui, je retranscris le plus rapidement possible. Je vous envoie pour votre lecture. Il faudra corriger que sur le factuel, vraiment, pas de correction de fond. Voilà, que le factuel, sinon ça biaise le débat. Je vais essayer d'aller très vite, parce que nous, on doit rendre lundi. On aura besoin de
vos réponses fournantes. Je pense que vous allez être contacté ou vous avez été contacté, mais aussi vous allez l'être par un photographe. Je pense pas encore, mais... Alors, juste pour information, je pars demain à Alger, et je reviens que lundi, donc je sais pas si ça pose problème. Très bien, le service photographe, le photographe, vous êtes à Paris, Juste aujourd'hui. Oui, lundi, je serai à Paris, je suis de retour lundi.